Bon, bonjour tout le monde. Les autres, ils avaient peut-être un cours 8 heures, c'est ça? Maybe. Ouais. O- Ok, bon, bah, juste en attendant, j'ai partagé mon écran avec cette question-là pour démarrer. Ok, pas mal de monde qui arrive là. Ouais, pas mal de monde qui arrive là. Donc, comme je disais, juste pour démarrer, normalement, j'ai partagé mon écran avec une question que je vous pose sur les virus à ADN, juste pour essayer de se rappeler de ces différentes familles de virus à ADN que l'on a vu la semaine dernière. On va commencer par ça, plutôt que de rentrer direct dans le topo. Ah, j'avais cliqué sur commencer, mais il ne voulait pas prendre. Ok, là c'est ok, le sondage fonctionne là maintenant.
Ouais, j'attends un tout petit peu pour voir quelques réponses en plus. Ok, 24, 25 réponses. D'accord, bon bah on va regarder ça. Voici vos réponses. Ok, qui peut assurer une infection latente? La réponse la plus populaire, les herpes viridae, vous avez raison. Donc, la grande spécialité des herpes virus, c'est de pouvoir persister sous forme latente pendant des décennies chez une personne infectée. Donc ça, c'est vrai, mais c'est également vrai pour les polyomavirus. Effectivement, je pense que j'ai pas dit ça assez clairement, mais chez les polyomavirus, par exemple les polyomavirus humains, le polyomavirus BK ou JC, on est infecté dès la petite enfance, mais le virus persiste sous forme latent ou sous forme avec peu de réplication active dans le rein. Donc ça, c'est vrai également pour les polyomavirus. Une chose que je pense que je n'avais pas dit du tout, c'est également vrai chez les parvoviridae. D'accord? Donc surtout sur les virus adéno-associés, les dépendovirus. Les virus adéno-associés, lorsque les particules virales arrivent à infecter une cellule en même temps qu'un herpès virus ou d'un adénovirus auxiliaire, il y a la réplication active du virus. OK, donc ça va. Si les AAV arrivent dans une cellule toute seule, ce qui se passe, c'est que l'ADN viral va s'intégrer dans le génome de la cellule hôte à un site spécifique. Et le virus va rester sous forme latente jusqu'à ce qu'il y ait une co-infection par un adénovirus ou par un herpès virus auxiliaire. Et c'est à ce moment-là que la réplication active du virus sera réactivée. En revanche, les adénovirus et les baculovirus sont uniquement lytiques. Dans tous les cas, il y a une réplication lytique et une libération des particules virales à la fin du cycle de réplication pour les baculovirus et les adénovirus. Donc, capacité d'entrer dans une infection latente, herpès virus, polyomavirus et parvovirus. OK. Donc, pour reprendre le reste du cours, ce que je vais faire ce matin, parce qu'on a 2 créneaux et les choses vont moins rapidement que lorsque le cours est en vrai, physique. Ce que je vais faire ce matin, c'est donc de passer en revue les stratégies de réplication et d'expression génomique chez les virus, chez différents types de virus à ADN et différents types de virus à ARN et les rétrovirus. OK. Et donc je vais faire ça et puis on mettra les mécanismes de assemblage et libération de particules virales, qui est le contenu prévu pour le CM5 à un autre moment. D'accord. Donc aujourd'hui, notre focus sera sur les stratégies de réplication et d'expression des génomes. Alors, pour les virus à ADN, donc soit le génome est en ADN double brin, ok, ça c'est pas un problème, ou il est en simple brin, les virus de classe 2. Lorsque les virus de classe 2 arrivent à livrer leur ADN dans le noyau de la cellule infectée, la première chose qui va se passer, c'est que les enzymes de la cellule hôte vont repérer cet ADN simple brin et ils vont le considérer comme de l'ADN à réparer.
Donc, l'ADN simple brun sera recopié en ADN, enfin, réparé en quelque sorte en ADN double brun par des enzymes de la cellule hôte. Donc, on arrive un peu au même stade. Et à partir de l'ADN double brun du génome viral, n'importe quel virus ADN a deux problèmes à régler. Il doit répliquer son ADN, et pour cela, le virus a besoin d'une polymérase à ADN et toutes les autres enzymes qui sont impliquées dans la réplication de l'ADN, une hélicase, une primase, etc. Le virus a également besoin du substrat de cet ADN polymérase, qui sont les désoxynucléotides triphosphates, qui ne sont pas forcément présentes en grande quantité, surtout chez des cellules qui sont quiescentes. Ah, on n'a pas déjà fait cette partie la dernière fois? Je sais pas, on a fait ça déjà? Dites-moi, j'ai une question qui arrive sur le chat là. J'avais l'impression que j'avais arrêté. Ah, ok. Ouais, je pense que je suis arrivé là-bas et je faisais super vite. Donc je pense, ouais, ouais, ouais. Donc je pense que ce que je pensais faire aujourd'hui, c'est de reprendre ça, essayer de le faire, enfin, parce que c'est l'introduction pour tout le reste, quoi. D'accord? Donc je vais continuer à reprendre ça, même si j'ai déjà fait la semaine dernière. Ok? Donc, ce que je disais, c'est que les désoxynucléotides triphosphates ne sont pas forcément présentes en grande quantité chez une cellule quiescente qui n'est pas en train de répliquer son propre ADN. Donc, il faut tout ça pour la réplication de l'ADN. Et en plus, le virus doit assurer que les enzymes impliquées dans la réplication de l'ADN vont répliquer l'ADN viral et pas juste commencer à recopier tout l'ADN chromosomique dans la cellule infectée. Donc, le virus doit cibler la polymérase ADN vers une origine de réplication virale. Donc ça, c'est pour la réplication de l'ADN. Pour exprimer les gènes viraux, bon, le génome à ce stade-là est sous forme d'ADN double brun. Donc, les virus à ADN avec une réplication nucléaire peuvent exploiter tous les systèmes qui sont employés par les cellules pour exprimer des gènes cellulaires. Donc, un ARN transcriptase à ARN, des enzymes nécessaires pour maturer et former des ARN messagers. Rajouter une coiffe en 5', épicer des ARN messagers, rajouter la queue polyère, etc. Ok, donc ça c'est tous les virus ADN doivent effectuer ces deux fonctions, répliquer leur propre ADN et exprimer les ARN messagers à partir d'un génome en ADN double brun. Alors, différentes familles de virus à ADN ont des stratégies qui sont assez différentes pour effectuer ces deux fonctions primordiales. Et en quelque sorte, la stratégie qui est employée va dépendre de des comment dire, des caractéristiques des génomes viraux et leur site de réplication. Donc la première chose à décider, si vous êtes un virus à ADN, est-ce que vous allez vous répliquer dans le noyau, la cellule infectée, ou pas? Donc si la réponse est non, vous, en tant que virus à ADN, vous allez rester dans le cytoplasme, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas accès à, vous avez accès à aucun des mécanismes cellulaires qui sont employés pour la réplication ou l'expression des gènes. Dans ce cas-là, il faudrait que ce soit des enzymes virales qui s'occupent de toutes ces fonctions-là, pour la réplication de l'ADN et pour la transcription et la maturation d'ARN messagers viraux. Et du coup, on aura besoin d'un grand génome
parce qu'il faudrait que le virus exprime ces enzymes lui-même. Donc, les virus à ADN qui se répliquent dans le cytoplasme sont uniquement les très grands virus, des poxvirus. Donc, par exemple, le virus, la variole, qui a infecté l'espèce humaine, ou alors ces virus géants qui infectent des amibes, par exemple le mimivirus, avec un génome de plus d'un mégabase, 1 million de paires de bases de longueur. Donc on a besoin d'un grand génome pour coder pour toutes les enzymes nécessaires pour ces deux types de grandes fonctions essentielles pour la réplication et l'expression des génomes. Donc ça, c'est les grands virus qui se répliquent dans le cytoplasme. Les autres virus à ADN se répliquent dans le noyau. Donc, notre réponse est oui. Prochaine question, c'est est-ce que la cellule infectée est en cycle cellulaire? C'est-à-dire qu'il se réplique ou se divise activement et se réplique son propre ADN directement. Si la réponse est oui, le virus a infecté une cellule qui est en train de se diviser, ça veut dire que toutes les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN et l'expression des gènes cellulaires et viraux sont disponibles et sous forme active. Donc le virus a besoin de rien faire, la cellule hôte exprime tout ce qu'il faut. Et ça, c'est le cas pour le parvovirus P19, c'est-à-dire membre des Parvoviridae, petit génome en ARN, en ADN simple brun. Il infecte des cellules dans la moelle osseuse qui sont en train de produire des érythroblastes qui sont en train de se diviser tout le temps. Donc le virus va juste exploiter les enzymes, l'ADN polymérase, les ARN polymérases de la cellule, sans vraiment modifier le comportement de la cellule infectée. Alors, ça c'est plutôt un cas rare. La plupart de nos cellules dans le corps sont quiescentes, ne sont pas en train de se diviser activement. Donc la plupart des virus, y compris des virus à ADN, vont infecter des cellules qui sont matures, différenciées, quiescentes. Mais dans ce cas-là, dans le génome de la cellule hôte, on a l'information qui code pour toutes les enzymes nécessaires pour répliquer et exprimer l'ADN, mais elles ne sont pas forcément exprimées ni actives. Mais dans ce cas-là, une chose que le virus à ADN peut faire, c'est induire le cycle cellulaire. Et dans ce cas-là, le virus va permettre l'expression et l'activation des ADN polymérases cellulaires. Et c'est ce que font... Ah, damn it, mon truc, il est... pour conduire. Donc, si on induit le cycle cellulaire, ok, il faudrait que je réorganise mon animation là. On va activer les enzymes de la cellule hôte. Et ça, c'est le cas pour les petits virus à ADN, doublement, les polyomaviridés, les papillomaviridés et les adénoviridés. Donc, les génomes qui sont moins de 10 kilobases de longueur ou moins de 50 en tout cas. Sinon, si on ne veut pas induire le cycle cellulaire, ça veut dire que le virus code pour lui-même des enzymes qui sont nécessaires pour la réplication de l'ADN. Parce qu'il ne va pas forcer la cellule infectée à exprimer une ADN polymérase, une primase, etc. Donc les herpesvirus et les baculoviridae sont des virus qui codent pour leur propre ADN polymérase et aussi les autres enzymes auxiliaires. Et c'est pour ça que leurs génomes sont plus grands que ce qu'on retrouve chez les polyomaviridae et ces autres virus à ADN double brun. Okay, donc on a un peu ces différentes stratégies exploitées par des virus à ADN pour répliquer et exprimer leur génome. Donc un petit peu pour illustrer ça, donc ça c'est une liste des gènes impliqués
dans la réplication de l'ADN chez le virus herpès simplex 1. Donc le gène, dans tous les herpès viridae, ils ont des noms un petit peu comme ça, UL ou UR quelque chose. Et donc on a dans le génome du virus herpès simplex 1, une protéine qui va se fixer sur l'origine de réplication du génome viral, donc un Origin Binding Protein, un OBP. C'est ce qui va permettre de se fixer, et les hélicases et les primases vont se fixer sur l'OBP, qui est à son tour fixé sur le génome viral. Donc l'hélicase va séparer les deux brins de l'ADN qui va permettre d'amorcer la réplication de l'ADN d'abord en ARN. Donc c'est le rôle de la primase. Ensuite, l'ADN polymérase virale va prendre le relais et va commencer à synthétiser de l'ADN. Pour avancer, ce complexe a besoin d'un facteur de processivité qui va séparer les deux brins d'ADN qui sont un peu plus loin sur la fourche de réplication. L'ADN simplement qui est déplacé, il va falloir le prendre en charge par une protéine qui se fixe sur l'ADN simple brin. Et en plus, il va falloir produire des désoxynucléotides triphosphates qui servent de substrat pour l'ADN polymérase. Et une cellule quiescente n'en dispose pas en grande quantité. Et donc pour cela, le virus a besoin d'exprimer une thymidine kinase et une ribonucléotide réductase. Donc les virus herpès ont besoin de coder pour toutes ces fonctions-là dans le génome. Or, les petits virus à ADN, les polyomaviridae et les parvoviridae, codent pour les protéines. Donc pour les polyomavirus, c'est l'antigène grand T. Pour les parvovirus, c'est des différentes formes de la protéine REP. Et ces protéines-là ont besoin d'effectuer uniquement les premières fonctions dans toute cette liste. Donc se fixer sur l'ADN viral, commencer à la séparer avec une activité hélicase, et ensuite utiliser des cellules, des protéines cellulaires pour l'ensemble de ces autres fonctions. Donc le génome peut être beaucoup plus petit, parce qu'on code juste pour les deux fonctions qui sont au départ ici. Alors, les polyomaviridae, par exemple les SV40, mais c'est aussi vrai pour les autres polyomavirus, ont besoin d'induire les cellules infectées en cycle cellulaire. Et ça, c'est le rôle de l'antigène grand T, qui a la fonction de se fixer sur deux protéines essentielles dans la régulation du cycle cellulaire, le P150RB, P105RB et la P53. Donc l'antigène grand T va se fixer sur ces deux protéines cellulaires, et l'effet net, ce sera d'induire la cellule infectée en cycle cellulaire. Donc il va rentrer dans la phase S et du coup va commencer à produire des désoxynucléotides triphosphates, exprimer l'ADN polymérase, exprimer la primase, etc. Donc chez les cellules permissives, le cycle de réplication est complète et aboutit à la lyse de la cellule infectée. Donc ça, c'est pas un problème pour l'autre tellement. Enfin, si on est infecté, mais c'est une maladie virale comme une autre. Le problème est un peu le potentiel carcinogénique de ces virus vient lorsque le virus infecte des cellules non permissives. Dans ce cas-là, on a l'expression de l'antigène grand T du virus, mais en fait, le cycle de réplication n'aboutit pas. On n'a pas vraiment la lyse de la cellule infectée, et du coup, on peut avoir une cellule qui est infectée, mais avec une infection abortive, et qui devient transformée. Et donc ça, c'est un peu l'origine du potentiel oncogénique des polyomavirus. C'est principalement exprimé lorsque un polyomavirus infecte les cellules d'une espèce
de la mauvaise espèce. C'est-à-dire lorsque un polyomavirus qui infecte les primates, le SV40, infecte des cellules de souris, par exemple. Donc on n'aura pas une infection lytique, on aura plutôt la transformation maligne de ces cellules de souris. Bon, fort heureusement pour nous, les polyomavirus humains sont pas, ou les plus fréquentes en tout cas, ne sont pas 100% oncogéniques, parce que les polyomavirus BK et le polyomavirus JC ont tendance à effectuer un cycle lytique dans nos cellules. Mais il existe néanmoins un des polyomavirus humains, le virus de Merkel, qui est directement responsable d'un cancer de la peau relativement rare, le cancer à cellules de Merkel. Donc les petits virus à ADN double brun doivent effectuer le même type de fonction, parce que ils vont infecter des cellules quiescentes et ils ne codent pas pour tous les cofacteurs nécessaires pour leur application de l'ADN. Donc chez les adénovirus, on a les protéines précoces E1A et E1B qui vont fixer la protéine P105RB et la protéine P53. Donc ces protéines virales-là vont avoir un effet semblable et induire l'entrée en cycle S. Et les papillomavirus, les protéines précoces E7 et E6 vont également avoir des fonctions semblables. Le HPV16, par exemple, c'est un des papillomavirus humains responsables du cancer du col de l'utérus et son potentiel carcinogénique est directement lié aux fonctions de ces protéines précoces E7 et E6. Ok, donc les polyomavirus, le SV40, arrivent dans la cellule, on a l'expression de l'antigène grand T qui va induire la cellule infectée dans la phase S du cycle cellulaire. Donc la cellule va exprimer l'ADN polymérase, etc. Ce qu'il faut pour le virus, c'est de diriger l'ADN polymérase cellulaire sur l'ADN viral. L'antigène grand T, c'est également la protéine qui va se fixer sur le site d'origine de réplication dans le génome viral. Et l'antigène grand T va former des hexamères. 2 hexamères se fixent sur l'origine de réplication virale. Ensuite, ces hexamères ont une fonction de hélicase. Donc, elles vont commencer à séparer les 2 brins de l'ADN génomique sur l'origine de réplication. Et c'est ensuite que l'antigène grand T va d'abord recruter la protéine cellulaire RPA, qui, dans un deuxième temps, va recruter la primase, l'ADN polymérase, etc., cellulaire. Et ça va démarrer une bulle de réplication qui avance dans les 2 directions sur l'ADN viral. Donc, le génome viral des Polyomaviridae, c'est un ADN double brun circulaire. Donc, on aura la formation de 2 fourches de réplication de l'ADN qui avancent dans les 2 sens. Et ça va causer certains problèmes parce que lorsque ces 2 fourches de réplication avancent sur l'ADN circulaire, on aura tendance à rajouter de la torsion et des enroulements dans l'ADN qui n'est pas encore répliqué ici. Et donc, ça va donner une sorte de force physique qui va résister l'avancement de ces fourches de réplication qui doit être relâchée par l'action des topoisomérases cellulaires. Et donc ça permet de relâcher cette torsion et c'est ce qui va permettre l'avancement de nos fourches de réplication. C'est la même chose que la réplication d'un ADN plasmidique chez une bactérie, par exemple. Finalement, deuxième problème, c'est que quand la réplication de l'ADN est finie, les 2 copies peuvent se finir un petit peu encastrées l'une sur l'autre. Et pareil, pour les séparer, on a besoin de topoisomérases cellulaires pour les séparer.
Donc les topoisomérases, c'est encore un cofacteur cellulaire qui est nécessaire pour la réplication de l'ADN chez les polyomavirus, chez les SV40. Oui. Chez l'autre. Les polyomavirus, ils expriment que l'antigène grand T. Son rôle, c'est se fixer sur l'origine de réplication virale et diriger les facteurs cellulaires vers l'ADN viral. Tout le reste, ce sont des cellules, des enzymes de l'hôte. Okay, donc on a besoin d'ADN polymérase, primase, etc., mais aussi des topoisomérases pour terminer la réplication. Donc ça marche pour la réplication des génomes en ADN circulaire. Les génomes en ADN linéaire posent un autre problème. Parce que normalement, la synthèse d'un brin d'ADN nécessite une amorce en ARN qui est ensuite dégradée. Bon, pour l'ADN circulaire, ça, c'est pas un problème parce qu'on termine la réplication de l'ADN en cercle sur la même molécule. Donc, quand l'ADN polymérase arrive à la fin, il va dégrader l'ARN qui a servi de l'amorce et le remplacer par l'ADN. Donc, on recopie l'intégralité de la molécule d'ADN. Mais lorsqu'on a un ADN linéaire, le petit bout d'ARN qui a servi d'amorce ne peut pas être recopié, ou disons pas directement. Et ça pose un problème parce que si on fait rien, c'est-à-dire que le génome en ADN double brin linéaire va se raccourcir à chaque cycle de réplication. Donc c'est un peu le même problème pour nos chromosomes et c'est un peu le rôle des télomères et des télomérases de rajouter ces séquences répétées à l'extrémité des chromosomes qui permet de ne pas avoir de raccourcissement à chaque cycle de division cellulaire. Mais les génomes viraux n'ont pas de télomères. Donc, ils doivent trouver un autre moyen de recopier les extrémités de leur ADN génomique à chaque cycle de réplication. Et ils exploitent quelques petites astuces pour à chaque fois recopier les extrémités de leur génome. Alors, pour les herpès viridae, c'est un peu de la triche, je trouve, parce que dans la particule virale, l'ADN génomique est sous forme linéaire, mais directement après l'entrée du génome viral dans le noyau de la cellule infectée, le génome se circularise. Donc du coup, on est à nouveau dans un système où on a un ADN circulaire qui va se repliquer, on n'a pas vraiment de problème. Les parvoviridae et les adénoviridae n'utilisent pas cette astuce de circularisation. Et pour les parvovirus, ce que l'on a, on a une structure en inverted terminal repeat, aux deux extrémités de l'ADN génomique, qui va permettre de l'auto-amorçage, que l'on va voir par la suite. On a quelque chose un petit peu semblable chez les adénovirus, mais doublé de l'utilisation d'une protéine virale comme une amorce, c'est-à-dire on ne va pas démarrer la réplication de l'ADN avec une amorce en ARN, mais avec une amorce en protéine. Donc ça, c'est quelque chose qui est inhabituel. Donc ça permet de, en quelque sorte, éviter le problème de notre amorce en ARN qui sera dégradée à chaque fois. Mais cela impose un autre problème pour le virus parce que l'ADN polymérase cellulaire ne va pas reconnaître cette amorce protéique. Donc, il faut absolument, si le virus va utiliser une amorce protéique pour démarrer sa synthèse d'ADN, on a besoin d'une ADN polymérase virale qui peut servir de cette amorce protéique. Donc, les adénovirus doivent coder pour leur propre ADN polymérase. Donc, ça résout
à moitié le problème de la replication ou la recopie des séquences terminales du génome, mais pas entièrement. Donc, il faut une astuce encore avec des séquences répétées à chaque extrémité de l'ADN qui vont permettre d'amorcer la séquence, la synthèse du brin complémentaire. Donc, on va regarder comment ça marche dans les deux cas. Voilà, juste dans les détails, hein, juste un peu pour le plaisir, mais il n'est pas nécessaire de mémoriser cette diapositive pour les parvoviridae. Donc, chez les parvovirus, l'ADN génomique est en ADN linéaire simple brin. Mais les deux extrémités sont complémentaires. Donc, ce que l'on peut avoir, c'est cet ADN simple brin avec les deux extrémités qui s'hybrident entre elles. Donc, on a une partie double, ADN double brin ici et une sorte de grosse boucle en ADN simple brin. Mais les deux extrémités ont aussi la propriété d'être complémentaires avec eux-mêmes, en quelque sorte. Donc, on peut avoir une sorte de équilibre entre cette forme-là avec les deux extrémités qui s'hybrident entre elles et cette forme ici où chaque extrémité s'hybride avec elle-même. D'accord? Et ça donne une sorte de forme d'ADN en forme de haltère avec chaque extrémité qui est repliée sur elle-même en forme de petite épingle à cheveux ici et une partie en ADN simple brin, colorié en bleu. Donc là, c'est l'extrémité 5' de l'ADN génomique et ça, c'est l'extrémité 3' avec la flèche. Donc lorsqu'on en a cette forme-là dans le noyau cellulaire, cette partie-là, on a un tout petit bout d'ADN double brin ici avec une extrémité 3' libre. Les mécanismes de réparation de l'ADN cellulaire vont se mettre en jeu et vont prendre cette extrémité de l'ADN là comme amorce. Et la première chose qui va se passer, c'est que l'ADN sera reparé en ADN double brin par les enzymes cellulaires. À partir de ce moment-là, on a une molécule en ADN double brin qui contient les promoteurs et des séquences codantes pour les protéines virales qui peuvent être exprimées par les facteurs de transcription cellulaire et du coup on a l'expression des gènes précoces du virus, notamment la protéine REP. Donc, la protéine REP va se fixer sur un site particulier ici qui va être l'origine de réplication virale, qui va cliver cet ADN viral ici et permettre à nouveau de l'ADN polymérase cellulaire de continuer à répliquer l'ADN viral et de recopier jusqu'au bout de cette extrémité de l'ADN génomique du virus. Et il va faire la même chose sur l'autre côté. Donc on a deux copies de l'ADN viral. Donc on commence avec une copie ici et on est arrivé à une forme, donc une copie, c'est-à-dire ADN simple brin, et on a une autre copie maintenant qui c'est en ADN double brin. Mais ces séquences aux extrémités peuvent à nouveau se replier sur elles-mêmes et former de nouveau des structures en épingle à cheveux avec une extrémité 3' disponible qui va être utilisée par l'ADN polymérase pour à nouveau réamorcer une synthèse d'ADN. Donc on a des cycles de réplication ou de forme double brin et avec de temps en temps les formes ADN simple brin qui vont être intégrées dans les particules virales. Donc assez complexe tout ça, mais l'astuce c'est vraiment cette capacité des séquences aux extrémités de l'ADN viral de se replier sur elles-mêmes et d'amorcer le séquençage de l'ADN, la synthèse de l'ADN par l'ADN polymérase
sans l'intervention d'une amorce en ARN. Il n'y a pas d'amorce en ARN à aucun moment dans ce processus. Pour les adénovirus, c'est un petit peu différent. Comme j'avais dit, c'est la protéine PTP, donc précurseur de la protéine ou terminale de l'ADN, PTP, qui est reconnu comme une amorce par l'ADN polymérase virale. Et l'ADN polymérase virale va rajouter une cytosine, un des résidus sérine de la protéine PTP, et la complémentarité entre la cytosine ici et le premier guanine sur l'ADN viral va permettre à cette complexe polymérase PTP de se fixer ici, déplacer un brin de l'ADN du génome et de commencer à recopier et de synthétiser un nouveau brin. Donc après ce premier tour de réplication de l'ADN, on a une copie d'ADN double brin avec un brin qui est nouvellement synthétisé en rouge, d'autres brins en bleu clair qui était la matrice. Et on a une copie d'ADN simple brin complexé avec la protéine virale qui se fixe sur l'ADN simple brin. Mais les deux extrémités de l'ADN sont complémentaires. Donc du coup, on a un petit bout d'ADN double brin qui est ici, qui à nouveau sera reconnu par le complexe PTP polymérase et qui va se fixer ici, qui va redémarrer la réplication du brin complémentaire. Donc on a cette copie en ADN simple brin qui pourra être reconnue comme une matrice par l'ADN polymérase cellulaire et on va synthétiser une deuxième copie d'ADN double brin. Donc on a une réplication de l'ADN viral qui se passe en deux temps. Donc on synthétise le premier brin complémentaire en rouge ici, en utilisant l'ADN double brin viral comme matrice, et l'autre brin d'ADN va être synthétisé à partir de cette matrice en ADN simple brin. Donc deux petites astuces pour répliquer un génome en ADN linéaire. Ok, bon, pour une autre question là. Alors, quelle est la cible de l'acyclovir? Je vais vous proposer cette question. Si j'arrive à la démarrer. Ouais, c'est ça, ok. Ah, j'ai pas mis le code barre. Ah, excusez-moi. Oups. C'est pas ça. Ouais, c'est là, excuse-moi. Ah, il faut me dire hein, si j'ai pas mis les trucs.
Ok, je commence à voir les résultats. Donc, vous aurez remarqué que j'ai mis les structures de la guanosine et de la cyclovir ici. Donc, la cyclovir, c'est un analogue structural de la guanosine. Et donc, c'est un inhibiteur qui va se passer pour la guanosine pour inhiber une enzyme virale. Et la plupart, vous avez envoyé la réponse correcte, qui est la polymérase à ADN virale. Donc, pourquoi la cyclovir? Donc, polymérase ARN virale, ça c'est faux. La polymérase ARN utilisée par les herpesvirus, ce sont des polymérases ARN cellulaires. Primase virale, bon, bah, éventuellement possible, mais en fait, non, c'est pas ça. Thymidine kinase virale, pourquoi c'est pas ça? Parce que la thymidine kinase, c'est quoi sa fonction? Bah, sa fonction, ça sera de rajouter un groupement phosphate sur le groupement hydroxyle ça c'est quoi? C'est en position 5 ici. On est en position 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est ça, c'est le carbone 5 ici. Donc la thymidine kinase va rajouter un phosphate ici pour donner d'abord la forme monophosphorylée qui sera ensuite diphosphorylée, triphosphorylée. Et ça, c'est le précurseur. Enfin, ce sont les substrats utilisés par les ADN polymérases. Donc pour l'ADN, ce sera le désoxyguanosine qui sera utilisé euh, euh, comme substrat. Donc on n'aura pas un groupement hydroxyle ici, c'est la forme désoxy. Donc on aura des groupements hydroxyle uniquement en 5' et en 3'. Sur la cyclovir, en fait, ça ne va pas inhiber la thymidine kinase virale qui va la prendre en charge, rajouter un groupement phosphorylé ici et deux autres. Et donc on aura la cyclovir 3 trisphosphate qui est la vraie molécule inhibitrice, qui sera pris en charge par l'ADN polymérase virale, intégré dans l'ADN viral en cours d'être synthétisé. Mais le problème pour le virus, c'est que normalement, on aura le groupe hydroxyle en 3' qui permet d'allonger la chaîne. Mais ici, on n'a pas ça. Donc, dès que la cyclovir triphosphate est intégrée dans l'ADN en cours d'être synthétisé, la chaîne se termine. Donc, on a une molécule qui est un terminateur de chaîne de l'ADN polymérase virale. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ok, d'autres questions. On n'a jamais cherché à développer des médicaments semblables contre les papillomavirus humains. Pourquoi? Et je démarre la question. Et voilà, il faut que je vous envoie ici le code part. Si je peux démarrer ça. Ah, ma connexion a un peu de mal là.
Ok, j'ai pas mal de réponses là, donc je vais vous montrer. Donc, voici ce que vous avez envoyé et effectivement, la bonne réponse est 3. Les papillomaviridae ne possèdent pas d'ADN polymérase viral. Donc, on ne peut pas avoir un médicament qui est sélectif pour inhiber uniquement la réplication d'ADN viral et qui ne va pas toucher la réplication d'ADN cellulaire. Donc, on ne pourra pas avoir une molécule qui inhibe totalement la réplication euh, de l'ADN viral parce que ça va avoir des effets secondaires assez importants. Le nombre d'infections HPV, c'est pas suffisant pour justifier la maladie de vaccinement. Personne n'a choisi ça, vous avez raison, c'est un truc assez important. Pas de système de culture in vitro pour les HPV. C'est un peu vrai, ce sont des virus qui sont difficiles à faire pousser, mais c'est pas vraiment ça le frein parce qu'on pourrait exprimer l'enzyme toute seule et regarder, faire un criblage in vitro en biochimie pour trouver un inhibiteur. Donc c'est pas vraiment d'eux. Et honte à vous, les 3 personnes qui ont choisi les papillomaviridae sont les virus ARN. Les papillomaviridae sont des virus à ADN double brun. Ok, donc ça c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la réplication du virus ADN. Maintenant pour... Oui. Attendez, vous me répétez ça parce que j'étais en train de lire le chat en même temps. Mais excusez-moi. Non, c'est spécifique ouais, à l'herpès simplex 1 et 2 parce que... attends, je vais repasser là. Donc pourquoi il est pris la molécule d'aciclovir est prise en charge par l'ADN polymérase viral des herpès virus et uniquement du herpès simplex 1 et 2. Ce n'est pas actif même contre d'autres types de virus herpès comme le cytomégalovirus. D'accord et c'est sélectif pour l'ADN polymérase viral et pas pour l'ADN polymérase cellulaire qui ne le reconnaît pas comme une véritable nucléotide. D'accord? Donc c'est une molécule, c'est un inhibiteur spécifique de certains herpès virus. Oui, par exemple, même les adénovirus, on a vu qu'il y a une polymérase à ADN viral, d'accord? Mais qui n'est pas inhibé par la cyclovir. Parce que le site actif de, de, de la polymérase ne va pas intégrer la cyclovir à la place d'une vraie nucléotide, d'une vraie désoxynucléotide triphosphorylée. Et d'ailleurs, il y a une sorte de double spécificité hein, en fait, parce que d'une part, la thymidine kinase cellulaire ne va pas vraiment phosphoryler la cyclovir, c'est plutôt la thymidine kinase virale qui va le faire. Et aussi, l'ADN polymérase viral aura un peu plus de tendance à incorporer la cyclovir 3-phosphorylée à la place d'une vraie désoxynucléotide triphosphate. Et ça, ce n'est pas une propriété des autres ADN polymérases, ni cellulaires, ni celle d'autres virus. Ça va comme ça? Donc sur le chat, on a une question sur pourquoi les hommes sont les porteurs sains des HPV. C'est une bonne question ça. Il faut savoir néanmoins que la majorité des infections, même par les espèces de HPV carcinogéniques, HPV 16 et 18, la plupart de ces infections vont se résoudre sans progression vers un cancer chez les hommes et chez les femmes. D'accord? Donc on a une
minorités qui vont donner une dysplasie, une minorité de ces dysplasies vont aller vers une transformation oncogénique chez la femme. Et je ne connais pas les raisons spécifiquement pourquoi ce processus a lieu chez les femmes et pas chez les hommes qui peuvent être infectés par le virus, mais je pense que c'est lié avec des propriétés particulières des cellules épithéliales au col de l'utérus. Donc du coup, la réponse, pas d'utérus, c'est ça qui est vrai. Donc on n'a pas vraiment le même type de tissu d'épithélium qui est propice à cette transformation virale en plusieurs étapes. Mais je ne connais pas les détails sur ça. C'est OK pour le HPV? Ouais, OK. Cette histoire d'hommes qui sont les porteurs et les vecteurs du cancer pour les femmes, c'est important pour les stratégies d'éradication du virus. En Australie, par exemple, le vaccin contre les HPV 16, 18 et les deux autres dans un des vaccins est proposé aux hommes en Australie. Donc en Australie, ils ont l'objectif de totalement éradiquer ce virus. Ils ont compris qu'ils doivent vacciner et les hommes et les femmes. Donc oui, si on veut totalement éradiquer les virus, ces virus-là, il faut vacciner les garçons et les filles à l'école. Et avant que les jeunes deviennent sexuellement actifs et commencent à faire circuler le virus, il faut être vacciné avant d'être infecté. Sinon, ça ne marche pas. Donc la vaccination contre HPV, ce n'est pas une solution curative pour les formes précoces du cancer du col de l'utérus. Il y a d'autres raisons pour ça, mais je ne vais pas m'y attarder aussi. OK, on peut avancer là pour l'expression des gènes chez les virus ADN? Oui. Je prends ça pour une oui. OK. Alors, chez les virus à ADN, on a une distinction chez tous ces virus entre les gènes précoces et des gènes tardifs. Donc, les gènes précoces sont exprimés directement après l'entrée de l'ADN viral dans le noyau. Leur fonction, c'est de modifier la biologie de la cellule hôte, par exemple pour inhiber l'apoptose, le suicide cellulaire, activer l'entrée de la cellule en cycle S. Aussi, les gènes précoces peuvent contrôler l'expression d'autres gènes viraux. Donc, on a une cascade d'expression des gènes avec des gènes précoces d'abord, leur expression qui va permettre l'expression des gènes d'autres gènes viraux. Et une dernière fonction importante, c'est les gènes précoces, c'est ce qui va servir à démarrer la réplication de l'ADN viral. Les gènes tardifs, la définition d'un gène tardif, c'est un gène qui est exprimé après la réplication de l'ADN viral. Et leurs fonctions sont généralement les protéines de suture de la particule virale et aussi les gènes qui sont impliqués dans l'assemblage et la libération des particules virales. Donc, qu'est-ce qui contrôle l'expression d'abord des gènes précoces et ensuite des gènes tardifs et pas tous les gènes en même temps? Différents virus ADN utilisent différents mécanismes. Donc, on va aller du plus simple vers le plus compliqué, avec d'abord les polyomavirus, notamment l'exemple typique qui est le virus SV40. Quand on regarde l'organisation de son génome, donc on a un ADN double brin circulaire avec une seule région qui sert d'origine de réplication et du site d'initiation de transcription. Alors, on a un ADN double brin, donc qui peut être lu dans un sens ou dans l'autre sens. Donc on a la transcription qui part dans ce sens-là, qui va coder pour les antigènes grand T. Et si la transcription part dans l'autre sens, on a des gènes structurales, enfin, des gènes qui codent pour les protéines de structure de la particule virale, VP1, VP2, VP3, codés sur l'autre brin de l'ADN. Et cette organisation-là
permet un contrôle très simple de l'expression temporelle des gènes. Donc, lorsque l'ADN viral rentre dans le noyau, ce sont des facteurs de transcription cellulaire qui vont se fixer sur ce site d'origine de réplication virale et le facteur de transcription SP1 va permettre la transcription des gènes précoces, l'antigène grand T et l'antigène petit t. Ces protéines virales vont à leur tour se fixer sur cette région et c'est la fixation des antigènes grand T sur l'origine de réplication virale qui va permettre l'expression des gènes tardifs VP1, VP2 et VP3. Donc on a un système super simple. D'abord, c'est le facteur de transcription cellulaire qui permet l'expression des gènes précoces. La protéine précoce, l'antigène grand T, va se fixer sur le même site et c'est ça qui va permettre la transcription des gènes tardifs. Très simple. Chez les adénovirus, on a un génome plus long, plus complexe, avec cette fois-ci pas juste une seule région qui sert de promoteur pour l'expression des gènes, mais plusieurs promoteurs qui vont être activés à différents moments dans le cycle de réplication virale. Et donc, les promoteurs ici, on a le promoteur précoce immédiat, c'est le premier qui sera activé, les promoteurs précoces et plusieurs promoteurs tardifs dont j'ai remarqué, j'ai indiqué un seul promoteur tardif majeur. Donc, ce qui va se passer lorsque l'ADN double brin viral rentre dans le noyau de la cellule infectée, c'est que les facteurs de transcription de l'hôte, NFI et OCT1, vont se fixer sur le promoteur précoce immédiat et c'est ça qui va permettre l'expression du gène E1A. C'est le premier gène viral exprimé sous le contrôle des facteurs de transcription cellulaire. Ensuite, l'expression de la protéine E1A va permettre l'activation des autres promoteurs précoces. Bon, attention, le E1A n'est pas un facteur de transcription lui-même. Il va... attends, j'ai un peu oublié comment ça marche, mais je crois que c'est un truc qui va se fixer sur le P105RB et ça va libérer un facteur de transcription cellulaire qui va se fixer sur les autres promoteurs précoces. Donc du coup, on aura l'expression des gènes viraux, les protéines E1B, E2, E3, E4. Parmi ces gènes précoces, on a les gènes codants pour l'ADN polymérase virale, la PTP et la protéine qui se fixe sur l'ADN simplement, protéine de fixation sur l'ADN simplement. Les différentes protéines qui sont nécessaires pour la réplication de l'ADN viral. Cette réplication, une fois qu'elle est accomplie, ça permet l'expression des gènes tardifs à partir des promoteurs tardifs. Okay, donc on a une cascade d'expression des gènes viraux. D'abord E1A, ensuite les différentes protéines précoces qui permettent la réplication de l'ADN et c'est cette réplication de l'ADN qui va permettre l'expression des gènes tardifs. Ok, donc pour voir si vous avez compris ça, ok, donc vous avez généré un adénovirus mutant qui est délété pour le gène E11. Ah non, attendez, allez, reviens. Qu'est-ce qui est parmi ces propositions, laquelle est correcte? Si j'arrive à démarrer la question. Ok, voilà. Ah, ok, c'est démarré, mais j'ai pas mis le code QR. Ok, voilà.
Oui, réfléchissez bien. Ok, tout le monde n'est pas d'accord ici pour ça. Bon, allez, on va voir. Il y a plus d'une réponse correcte possible, ça c'est vrai. Ok, bon, je vais vous montrer ce que l'on a ici, parce que c'est déjà assez intéressant. Voici ce que vous avez envoyé jusqu'à présent. Alors, les réponses 1 et 3 sont exclusives, donc les deux ne peuvent pas être vrais. Donc c'est soit l'un, soit l'autre pour les réponses 1 et 3. Donc soit le virus delta E1A n'exprime aucun gène viral, ou alors il exprime un peu quelque chose, mais il ne replie pas son ADN. La réponse correcte entre les deux, c'est la réponse 3, parce que le gène E1A est nécessaire pour l'expression de tous les autres gènes viraux, y compris E2, E3, etc. Donc, normalement, un virus delta E11 n'exprime aucun gène viral. 3 est vrai, 1 est faux. Alors, comment il peut se répliquer donc, si une fois qu'on a compris ça, on peut aller considérer les réponses 2 et 4. Donc, on va faire la réponse 4. Si on remplace le gène E1A par une séquence qui code pour de la GFP et un promoteur, les cellules infectées exprimeront de la GFP. Ça, c'est vrai. Parce que donc on n'aura pas l'expression des gènes viraux, mais on aura de la GFP. Et ça, c'était le principe des virus ADN recombinants, des vecteurs d'adénovirus recombinants pour exprimer des gènes chez les personnes injectées par ce vecteur. Et c'est un peu la base du concept du vaccin contre le coronavirus basé sur les adénovirus recombinants. Le Sputnik chez les Russes et aussi le virus Oxford AstraZeneca. Donc je ne suis pas sûr que ces vecteurs adénoviraux sont des vecteurs de première, deuxième ou troisième génération, mais en tout cas, l'idée de base, c'est que bon, on vire le A1A, on remplace par un autre transgène, et le vecteur, le virus, les particules virales infectent des cellules et on n'exprimera que l'antigène codé au lieu de la E1A. Donc ça, c'était les vecteurs de première génération. Mais ces vecteurs-là, il faut les produire. Et on entend dire que le vaccin AstraZeneca, il est plus facile à produire que, par exemple, les vaccins basés sur l'ARN de BioNTech, etc. Donc, les virus, normalement, peuvent se répliquer et se propager sur des lignées cellulaires, mais notre virus delta E1A ne peut pas vraiment se répliquer chez les cellules normales. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de les faire pousser sur une lignée cellulaire transfectée par le gène E1A. Et c'est en effet ça qui est utilisé comme système de production pour ces vecteurs viraux. Donc, la 2 est la bonne réponse. D'accord? Ok, donc petit détour pour les vecteurs viraux. Donc, je vais continuer sur les virus ADN.
avant de faire une pause, d'accord? Donc on approche 10h50, mais on a le temps jusqu'à 12h20, n'est-ce pas? Donc je vais finir les virus ADN, je ferai une pause à ce moment-là. Alors pour les herpesvirus, quel est leur système de régulation de transcription? Donc on a à nouveau chez les herpesvirus et notamment le HSV1, des gènes qu'on dit précoces immédiats qui sont exprimés directement après l'entrée de l'ADN viral dans le noyau de la cellule infectée, les gènes précoces qui sont responsables pour la réplication de l'ADN et les gènes tardifs qui sont exprimés après après la réplication de l'ADN. Et pour le virus HSV1, on les appelle les gènes alpha, bêta et gamma. Alors, l'expression des gènes alpha est contrôlée par un facteur de transcription virale qui s'appelle l'alpha-TIF pour facteur d'initiation de la transcription des gènes alpha, autrement connu sous le nom de VP16. Donc c'est un facteur de transcription virale qui va se fixer sur les promoteurs alpha et démarrer leur transcription. Parmi des gènes alpha, on a la protéine alpha 4 qui est à nouveau un facteur de transcription virale qui va se fixer sur les promoteurs bêta et qui va permettre l'expression des gènes bêta. Parmi les gènes bêta, on a tous les gènes impliqués dans la réplication de l'ADN de l'herpesvirus, l'ADN polymérase, la primase, etc. Donc les gènes bêta permettent la réplication de l'ADN et c'est la réplication de l'ADN qui permet d'activer les gènes tardifs gamma. Alors, est-ce que quelqu'un a repéré un problème avec ce système? D'où vient l'alpha-TIF? C'est ça le problème. Parce que l'ADN viral vient de rentrer dans le noyau, on n'a aucun gène viral qui est exprimé encore, mais on a néanmoins un facteur de transcription virale qui permet de démarrer les transcriptions à partir des promoteurs alpha. Le problème est résolu par l'observation que l'alpha-TIF, c'est un gène tardif qui, donc, la protéine est exprimée à la fin du cycle de réplication virale et l'alpha-TIF est incorporé dans les particules virales, dans le tégument. Donc après la fusion membranaire entre l'enveloppe des virus et la membrane plasmique de la cellule infectée, la protéine alpha-TIF rentre dans le cytosol de la cellule infectée. Cette protéine comporte une séquence de localisation nucléaire, donc elle sera importée dans le noyau et elle est directement disponible pour démarrer l'expression des gènes précoces immédiats. D'accord? Donc cette fois-ci, on a un facteur de transcription virale qui est responsable du démarrage de la transcription de l'expression des gènes viraux. Dernier exemple, ça va être les baculovirus. Là, c'est NPV, donc ça va être important pour que tout le monde comprenne cela pour interpréter les TP. Donc c'est pour ça que j'ai représenté sur ce superbe schéma le cycle de réplication de l'autographa californica nucleopolyhedrosis virus, le baculovirus que vous allez utiliser en TP. Donc les particules virales enveloppées se fixent sur le récepteur à la surface des cellules d'insectes. La fusion membranaire livre la nucléocapside en forme de bâtonnet dans le cytosol qui va être importé dans le noyau. La décapsidation libère l'ADN viral qui est en ADN double brin circulaire. D'abord, on a l'expression des gènes précoces qui codent, par exemple, pour l'ADN polymérase viral qui va permettre la réplication de l'ADN viral. Donc, on a plusieurs copies d'ADN qui sont produites dans le noyau de la cellule infectée.
Après la réplication de l'ADN, on a l'expression des gènes tardifs qui codent, par exemple, pour la GP64, la glycoprotéine de l'enveloppe virale, et la protéine de capside. Donc, on a la formation de nucléocapsides dans le noyau qui peuvent être exportés dans le cytosol, former des particules virales à la membrane plasmique cellulaire qui sont libérées dans le sang nageant. Donc ça, c'est une fonction des gènes tardifs. Et on a également l'expression des gènes très tardifs qui comprennent par exemple la protéine polyédrine qui sert à encastrer de nombreuses particules virales enveloppées, dont de nombreuses nucléocapsides et particules virales enveloppées dans le noyau. C'est ça qui forme les corps d'occlusion dans le noyau. Alors, comment on contrôle l'expression de ces gènes, l'expression temporelle de ces différentes vagues, des précoces, tardifs et très tardifs? Alors, c'est un petit peu comme les adénovirus, c'est-à-dire l'expression des gènes précoces immédiats IE1, 0 et 2 est contrôlée par la fixation des facteurs de transcription cellulaire sur le promoteur de ces gènes-là. IE 0, 1 et 2 sont des facteurs de transcription qui permettent l'expression des gènes précoces. Parmi les gènes précoces, on a quoi? Bon, on a l'ADN polymérase virale, l'hélicase, P35 qui va inhiber l'apoptose de la cellule infectée, et aussi ce qu'on appelle les facteurs d'expression tardifs, late expression factors, qui sont les composants d'une ARN polymérase virale. Donc ça, c'est quelque chose de différent, on n'a pas vu jusqu'à présent. Donc, chez les baculovirus, on exprime une ADN polymérase qui permet la réplication de l'ADN viral et une ARN polymérase virale qui permet de transcrire des gènes viraux tardifs. Alors, l'expression des gènes tardifs a lieu, bon, pour certains virus à partir de 12 heures après l'infection. Pour nous, chez le baculovirus que l'on utilise au laboratoire, l'expression des gènes tardifs, ça va être à partir de 24 heures post-infection. Donc à partir de ce moment-là, l'ADN viral est repiqué. On a l'expression de la protéine de capside et la glycoprotéine 64 et on a la libération de particules bourgeonnées dont le sang nageant 24 à 72 heures post-infection. Et finalement, on a l'expression des gènes très tardifs à partir de 72 heures post-infection, la polyédrine, la P10, qui permettent la formation de ces particules occludées que l'on voit dans le noyau des cellules infectées, et aussi l'expression des protéases et d'autres hydrolases qui vont détruire des cellules et des tissus de l'insecte infecté. Et pourquoi c'est important ça? Parce que dans le cycle d'infection de ce virus dans le monde réel, pas dans une boîte de culture avec des cellules en culture, ce qui se passe, c'est que les larves de l'insecte, des chenilles, etc., vont manger des feuilles contaminées. Et sur les feuilles contaminées, on a des polyèdres qui sont formés dans le noyau de la cellule infectée. Ces polyèdres sont des blocs de protéines de polyédrine avec des particules virales encastrées à l'intérieur. Donc la chenille va manger une feuille contaminée avec ces polyèdres qui sont infectieuses. Les polyèdres dans l'intestin de l'insecte vont se dissoudre, libérant les particules virales infectieuses, qui vont infecter des entérocytes, les cellules épithéliales de l'intestin de l'insecte, et vont commencer à avoir des cycles de réplication dans les cellules de l'insecte. Donc, les particules bourgeonnées vont permettre la dissémination de l'infection à l'intérieur de la chenille. Mais à la fin d'un cycle de réplication,
on aura la mort de la chenille. D'accord? Et à ce moment-là, c'est les chitinases et les capsaïcines qui vont carrément détruire et liquéfier le corps de la chenille infectée. Et on aura une sorte de crasse de débris de la pauvre chenille morte qui va se déposer sur une feuille qui va attendre d'être mangée par une autre chenille. Donc normalement, les particules virales restent pas infectieuses très longtemps en dehors d'un animal ou de cellules hôtes. Et il est absolument essentiel pour garder et pour protéger des particules virales de les encastrer dans la polyédrine. Donc ça, c'est le rôle de la polyédrine pour l'application virale. C'est d'assurer le transfert du virus entre une chenille hôte vers l'autre parce que le virus doit survivre pendant plusieurs heures, plusieurs jours, parfois quelques semaines en dehors de l'insecte. Et si elle n'est pas dans une polyèdre, bon, bah, ça ne peut pas marcher. Donc ça, c'est un peu la raison pour laquelle ces virus ont été développés comme vecteurs pour l'expression de protéines virales, de protéines recombinantes, parce que les gènes très tardifs, la polyédrine par exemple, sont exprimés à des niveaux très très forts, mais elles ne sont pas nécessaires pour la réplication du virus et sa propagation en culture cellulaire. Donc on peut remplacer la polyédrine, par exemple, par une séquence codante pour la protéine que l'on veut exprimer en très grande quantité. Ce virus recombinant sera capable de se répliquer en culture cellulaire, mais ne sera pas vraiment capable de se propager dans l'environnement. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée derrière les vecteurs d'expression de protéines basés sur les bacillovirus. Ok, donc là on arrive à la fin de ce cours. Donc les choses à retenir ici, c'est pour les virus à ADN, la relation entre la stratégie de réplication et la taille du génome viral. Plus le virus va être dépendant, là c'est plutôt l'inverse, plus le génome viral est petit, plus le virus sera dépendant des enzymes de l'hôte pour répliquer son ADN et pour exprimer des gènes viraux. Plus le génome est grand, plus le virus sera indépendant et un peu paradoxalement, moins sera le risque carcinogénique de façon générale. Alors, l'activation du cycle cellulaire est donc essentielle pour de nombreux petits virus à ADN et c'est ça qui est derrière le potentiel oncogénique chez les herpesvirus, les papillomavirus humains et certains polyomavirus humains. La réplication d'une molécule d'ADN double brin linéaire est un peu problématique pour compléter les extrémités. Donc on a des bouts qui s'hybrident entre eux et c'est ça un peu l'astuce qui est utilisée pour les parvovirus et les adénovirus pour répliquer leur génome linéaire. Et pour l'expression temporelle des gènes, on a une interaction entre les facteurs de transcription de l'hôte et les protéines virales qui vont contrôler l'expression des gènes viraux précoces et tardifs. Donc du coup, je vous propose de faire une pause de petite dizaine de minutes et on reprendra à 11h. OK?